J'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Et puis, avant de commencer, nous tenons d'abord à souligner que nous nous retrouvons sur le territoire visé par le traité 1 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cri, Oji-Cri, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse. Cette table ronde se passe dans le contexte d'une année où le mouvement La vie des Noirs compte a pris encore plus d'ampleur. Nous espérons que cette conversation va ouvrir un dialogue sur notre campus et encouragera une réflexion sur le racisme dans nos communautés. Merci à l'AEUSB et au comité diversité de l'USB pour leur collaboration sur ce projet. Merci aussi à Marie-Paul, Willie, Ruth et Eunice d'avoir accepté de participer à la table ronde. Et puis, merci aussi à Patricia Bitu-Chikoudi d'avoir accepté d'animer la séance aujourd'hui. Nous allons aussi prendre le temps de répondre à des questions au cours de la discussion. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, les envoyer dans le chat. Nous ne pouvons pas garantir que nous aurons le temps de passer toutes les questions, mais on va faire notre possible. Alors, à certains moments dans la discussion, je pense que Patricia va demander s'il y a des questions, puis moi, je vais répondre, je vais gérer le chat. Ces conversations peuvent susciter des émotions fortes, peuvent rappeler des traumatismes même. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un à qui parler ou vous avez besoin de l'appui, le service de soutien psychologique de l'USB est disponible et sans frais pour les étudiantes et étudiants qui détiennent les assurances GuardMe et Green Shield Canada de l'AEUSB. Vous n'avez qu'à envoyer un texto au numéro 204-794-3450. Puis ces informations, je vais les indiquer dans le chat au fur et à mesure que la discussion se déroule. Donc, sans plus tarder, je vous présente François Côté-Vaillancourt, professeur de philosophie à l'USB, qui présentera un court texte d'introduction avant de débuter la table ronde. Donc, à toi la parole, François. Merci. Donc, bonjour à tous et à toutes. Juste quelques mots avant de donner la parole aux étudiants. Certains risques ou certaines difficultés lorsqu'on parle de racisme, juste d'un point de vue académique, avant d'entrer dans toute la charge émotive et tout ça. C'est-à-dire, un des problèmes, c'est que très souvent, on tombe dans l'écueil de croire que le racisme, ça va être universel, que le racisme va toujours se vivre, se présenter, se manifester de la même façon partout. En particulier, au Canada, en 2020, on est beaucoup sous l'influence des médias, de la sphère culturelle et aussi des grandes universités américaines. Donc, des fois, c'est tentant de dire, comme c'est vécu là-bas, ça doit se vivre comme ça aussi chez nous. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Et ce n'est pas juste le racisme lui-même qui est identique partout, c'est aussi la manière dont les collectivités s'organisent pour lutter contre le racisme. Aux États-Unis, il y a une longue histoire de l'organisation du mouvement afro-américain qui n'était pas la seule manière de s'organiser, la seule manière de poser des identités, par exemple. Et parfois, même comme personnes qui viennent d'un contexte juste un peu différent, on peut déjà être mal à l'aise avec certaines catégories, même si c'est des catégories positives constituées pour lutter contre le racisme. Donc, un exemple de ça, en 2018, lorsque la France a gagné la Coupe du monde du soccer, il y a des personnalités américaines qui ont félicité les joueurs en leur disant « Félicitations à tous les Africains qui ont gagné la Coupe pour la France ». Et ça a choqué certains joueurs qui disaient « Mais attendez, moi je ne me définis pas comme Africain, je me définis comme Français ». Donc, vous voyez, un premier problème, une première difficulté quand on parle de racisme, c'est qu'il faut se situer dans notre contexte. C'est correct de changer les mots qu'on utilise, les catégories, de vivre des expériences différentes. Et parler de ça, repositionner nos difficultés, nos enjeux de discrimination et nos solutions dans notre contexte à nous, à vous qui allez parler, c'est non seulement correct, c'est une bonne façon de mieux lutter contre la discrimination. C'est une bonne façon, non pas de faire moins, mais de faire mieux. À ce titre, pour juste continuer à donner quelques peut-être notions,
Cette année, on a parlé beaucoup de racisme systémique. Racisme systémique, c'est pas un concept qui a été inventé cette année, mais il a percé dans les médias. On en a parlé beaucoup. C'est un excellent concept qui nous permet de faire plein de choses, de découvrir plein de formes de discrimination. Cependant, parfois, on l'utilise un peu à tort. Par exemple, juste parce qu'on parle de racisme systémique, on pourrait croire que c'est un synonyme pour racisme intense. Mais en fait, un racisme non systémique peut être plus intense ou moins intense. Hein? Il y a du flottement là-dessus. Par exemple, une action très violente, un acte de lynchage ponctuel est bien plus intense sans nécessairement être systémique. Ensuite, on le voit, les deux mots qui se mélangent, c'est systématique, systémique. Tout racisme systémique n'est pas systématique. Systématique, ça veut dire qu'il se reproduit tout le temps, dans tous les cas similaires. Et donc, certains, par exemple, dans l'année, ont essayé de nier qu'il y avait du racisme systémique dans notre société en disant « Mais regardez les cas à succès. Regardez aux États-Unis, Barack Obama, Oprah qui ont du succès. Regardez avec nous ce soir Patricia et dans les médias. » Attention, il peut y avoir des formes de discrimination systémique dans un système sans pour autant être systématique, toujours s'appliquer dans tous les cas de figure. Donc, petite notion. Aussi, une autre remarque, le racisme systémique, malheureusement, le terme est utilisé un peu pour deux cas de figure très différents. D'un côté, parfois, on parle d'un système. Il y a un système comme le système carcéral, le système des prêts immobiliers, le système policier qui a des biais ou des formes carrément de racisme sans que personne ou sans que plusieurs dans ce métier-là, dans ce corps de métier-là, soient personnellement racistes. Ça, c'est une bonne utilisation du racisme systémique. On voit des effets de système sans nécessairement que les gens le veuillent au sein du système. Par contre, à côté de ça, on utilise aussi le mot racisme systémique, entre autres cette année, pour parler d'un autre cas de figure. Cette fois-ci, c'est parler des effets de vivre dans une société où il y a des individus racistes. Le cas d'exemple qui a beaucoup fasciné les médias, on en a beaucoup parlé cette année, c'était ces expériences où on envoyait des CV avec des noms afro-américains aux États-Unis ou à connotation africaine le mieux qu'on pouvait au Canada, et on recevait moins de réponses d'employeurs. Et là, on dit c'est du racisme systémique. D'accord, c'est du racisme, mais c'est pas vraiment un système, c'est plutôt les effets cumulés de plein d'individus dans une société. Si on m'avait consulté, j'aurais dit « Ah, on aurait dû utiliser un autre mot que racisme systémique. On aurait peut-être dû parler de racisme récurrent ou racisme diffus pour distinguer entre les effets de système qui peut-être nous appellent à changer nos systèmes versus des effets d'une société où il y a des personnes racistes consciemment ou inconsciemment. Et là, ça appelle peut-être plus à l'éducation, à certaines protections. Donc, de tout ça, qu'est-ce qui sort? Bien, la parole va être à vous dans un instant. Parlez-nous de vos expériences, parlez-nous de ce qui est vécu pour qu'on sorte un peu des livres, du contexte proprement américain, qu'on voit qu'est-ce que vous vivez comme racisme, mais aussi comme expérience de lutte pour s'organiser contre le racisme. Et en le faisant, bien, j'espère qu'on va être capable, un peu plus que d'ordinaire, de distinguer entre des formes de racisme qui seraient intenses, systémiques, systématiques ou récurrentes. Mais c'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup de participer. Ben, merci beaucoup, François, de nous avoir éclairé sur les différentes nuances là autour de ce mot, le racisme, qui peut être des fois galvaudé, utilisé à différentes sauces. J'aimerais aussi vous remercier à tous d'être ici, d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment, vraiment contente de voir qu'il y a autant de gens là qui ont trouvé le temps de se mobiliser, de donner un peu de temps à cette discussion. C'est une invitation qu'on vous a donnée, vraiment celle de venir participer à une réflexion, à échanger sur une question qui suscite souvent beaucoup d'inconfort, beaucoup de peine et parfois aussi de la colère et de l'incompréhension. Alors, j'aimerais commencer en remerciant et en saluant nos 4 invités spéciaux parce que c'est vraiment eux qui vont avoir, si on veut, la charge de
de mener les conversations. Et par la suite, évidemment, vous êtes aussi invité à partager vos commentaires, à partager vos observations ou des questions si vous en avez. Pour vous aider peut-être à mieux les positionner, à savoir qui ils sont, ben, j'aimerais inviter brièvement là chacun de nos 4 invités spéciaux à se présenter, juste pour qu'on sache un peu qui vous êtes. Alors, je vais commencer peut-être avec toi, Marie-Paul, si tu peux juste prendre quelques instants pour te présenter pour nous. Alors, bonsoir à tous. Je voudrais vous dire merci d'être venus aussi nombreux comme ça aujourd'hui à la discussion sur le racisme. Moi, je suis Marie-Paul Eoussou, présidente à l'association étudiante de l'Université de Saint-Boniface. Je suis aussi commissaire pour les étudiants, les droits des étudiants internationaux à la Fédération canadienne des étudiants du Manitoba, et aussi étudiante à l'Université de Saint-Boniface. Donc, ce soir, je serai plus là en tant qu'étudiante, en tant que personne, pour partager avec vous mon expérience personnelle et aussi écouter vos commentaires et vous aussi vos expériences. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. On va suivre avec un garçon, le seul du panel officiel. Willy, si tu peux, s'il te plaît, te présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Willy Machios-Dani, je suis étudiant à l'USB. J'ai eu à voyager dans ma vie et j'espère partager mon expérience et mon vécu avec vous. Merci beaucoup, Willy. Eunice, si tu peux, s'il te plaît, prendre quelques instants pour nous parler de toi. Qui es-tu? C'est une vie d'expérience, mais on va le faire en 30 secondes, 45 secondes. Bonjour, je m'appelle Eunice Mouzibao et je suis étudiante internationale à l'Université de Saint-Boniface. Je viens de la République démocratique du Congo et aujourd'hui j'ai la chance et le plaisir de partager avec vous ce que le racisme c'est long, Eunice Mouzibao. Parfait. Et la dernière et non la moindre, Ruth. Donc bonjour, je ne sais pas si vous pouvez me voir. Je vais juste essayer d'allumer ma caméra. Voilà. Donc, bonjour, moi je m'appelle Ruth, je suis étudiante à l'Université de Saint-Boniface. En dernière année, je fais un bac en art. Donc, le plaisir est partagé, comme tout le monde, à participer à ces tables rondes et à pouvoir avoir une conversation par rapport au fait que beaucoup d'entre nous vivent souvent des réalités un peu différentes de la norme. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion de tous vous entendre beaucoup cet après-midi. Avant d'avancer dans la conversation, encore une fois, un petit mot pour vous rappeler que la discussion elle est vraiment ouverte à tous, au-delà de nos 4 invités. Donc, si vous avez des commentaires, des observations, des témoignages à partager, ben, vous êtes les bienvenus à vous exprimer. Vous allez pouvoir marquer votre intérêt d'ailleurs à prendre la parole en utilisant le chat. Il y a Stéphane qui va bien gérer tout ça pour moi. Comme ça, je pourrais rester focus sur les réponses et les conversations. Aussi à noter que la table ronde, comme Stéphane l'a mentionné en ouverture, elle sera enregistrée et elle sera donc diffusée sur le site web de l'Université de Saint-Boniface. Vous allez donc, en prenant la parole, vous accepter quelque part de façon implicite là, d'être filmé cet après-midi. Je tiens à réitérer que le but de la rencontre, c'est vraiment de vous permettre de parler. Ce n'est pas un forum qu'on a mis en place pour pointer du doigt, pour dénoncer des individus. C'est vraiment qu'on essaye aujourd'hui de vous donner la parole à vous, des jeunes, de vous laisser vous exprimer sur la question du racisme tel qu'il se manifeste dans vos vies, tel que vous vivez ce racisme aussi dans la société d'aujourd'hui, dans votre quotidien. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Avec ma première question. Alors, de toute évidence, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être senti interpellé par le sujet, par la question du racisme, parce que peut-être que vous en avez été témoin ou peut-être parce que vous en avez subi les effets de ce racisme-là. J'aimerais commencer peut-être avec toi, Willy. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as voulu participer cet après-midi, pourquoi tu as voulu prendre la parole aujourd'hui pour parler de ce sujet parfois sensible. C'est un sujet, comme vous l'avez dit, qui me frappe personnellement parce que j'ai été victime de racisme et j'ai été aussi, j'ai assisté à du racisme. Et j'aimerais justement participer pour partager ce qui s'est passé, mon point de vue, parce que je suis français, donc j'étais en France avant et je suis venu au Canada il y a quelques temps et j'ai pu voir la différence entre ces 2 pays et le racisme, l'état du racisme qu'il en est dans ces 2 pays.
Mhm. Et c'est presque forcé de te demander maintenant, peut-être à quel moment dans ta vie, et à quel moment dans vos vies aussi, c'est la question, elle s'adresse aussi à Ruth, à Eunice ainsi qu'à Marie-Paul. À quel moment vous avez découvert le racisme? C'était quoi? C'était comment la première fois là? Est-ce que vous avez un souvenir, une expérience que vous aimeriez partager? Willy, puisque tu as commencé, on va poursuivre avec toi et par la suite, peut-être que Ruth peut enchaîner. Oui, le racisme, je l'ai D'accord. découvert très tôt. C'était à l'école primaire en France, avec des amis dans la cour, quand je me suis approché de certaines personnes qui jouaient entre eux. Et j'avais remarqué qu'il y avait des billes. Je me suis approché en voulant voir, tout curieux. Et on m'a dit, pousse-toi, sale noir, on ne veut pas jouer avec toi. Et là, à cet âge-là, j'étais juste choqué. J'ai fait comme ils l'ont dit, je me suis juste reculé. Et j'allais voir ailleurs, j'allais jouer avec d'autres personnes. Et plus tard, j'ai posé des questions à mes parents et ils m'ont soi-disant un peu aidé. Et pas trop mon père. Mon père, il était plus rentre dedans. Quelqu'un te parle comme ça, bah, tu le frappes. Et quand on m'appelle, on verra. Et je savais pas vraiment comment réagir. Ça, c'était ma première expérience. J'ai eu aussi certaines personnes qui m'ont frappé. Enfin, c'était plus, like, je sais pas comment le décrire, mais ils sont mis à plusieurs sur moi. Et ils ont commencé à me taper parce que j'ai joué avec une balle et ils étaient intéressés. Je ne sais pas pourquoi non plus. Et, yeah, c'était ça Ouais. ma première expérience de racisme. Et c'était aussi une certaine curiosité. Oh, tu viens d'où? Est-ce que c'est comme ça chez toi? Qu'est-ce qui se passe? C'était comme une curiosité, comme si ils n'avaient jamais vu de noir. Pourtant, il y avait d'autres noirs dans mon école, mais je pense que c'est peut-être parce que moi, à cette époque-là, je venais justement de déménager de la Côte d'Ivoire à la France. Et peut-être que c'est cela qui les a attirés, je ne sais pas. Mhm. C'est assez dur d'entendre ce genre de témoignage. Je t'entends et je reçois, je peux imaginer la peine qu'on ressent quand on est un enfant dans la cour d'école. Tu avais quel âge? J'avais 6 ans. Et 6 ans. c'est encore très, très, très dur à exprimer. C'était de 6 à 7 ans, tout ce que je vous raconte. C'est Mm. vraiment très, très dur à exprimer parce que je ne sais pas si je peux dire certaines choses sans vraiment choquer certaines personnes. Et je ne sais pas aussi avec quelle liberté je peux les exprimer. Donc, yeah, Mhm. ça me- Ouais, ben, je pense qu'on saisit la violence là, de l'expérience. Ruth, est-ce que tu te souviens, toi, de la première fois que tu as expérimenté le racisme dans ta vie? Euh, donc moi, la première fois que j'ai vraiment expérimenté le racisme, mais non, je veux pas appeler ça racisme, je veux dire ma différence, c'est vraiment quand j'ai mis les pieds au Canada. La première fois parce que on avait l'habitude de faire les voyages enfin, dans le pays, hein, de découvrir vraiment le pays. Donc, j'avais jamais eu l'occasion de sortir de mon pays. Moi, je viens du Congo, donc j'avais pas eu l'occasion de sortir, de voir autre chose. Euh, Vu que mes parents aiment vraiment qu'on puisse découvrir le pays et tout ça. Donc, euh, en 2013, mes parents ont décidé d'immigrer au Canada et c'était la première fois pour toute la famille de vraiment quitter sa zone de confort. J'arrive là, ben, le choc culturel, il fait froid et tout, donc voilà. Et j'étais très excitée d'aller à l'école, très, très, très excitée, pardon, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir tout plein d'amis et tout. Et en ce moment-là, j'étais encore une adolescente, je pense que j'avais 16 ans. Euh, J'arrive à l'URL, c'est le grand choc. C'est là où je me rends compte que je suis différente. Tu sais, comme, c'est là où tu te rends compte que tu es noire, que tu n'as pas la même couleur que tout le monde. Est-ce Pendant que que, c'était par rapport au regard que les autres posaient sur toi ou c'était une exactement, prise de conscience de exactement. toi-même? Et oui, comme je peux dire, c'est vraiment là où j'ai pris conscience de ma différence. Parce que quand tu vis au milieu de gens qui te ressemblent, tu t'en rends pas compte. Tu es comme, OK. Mais je suis arrivée à l'URL et puis c'était, je- carrément, j'avais des larmes aux yeux. Je voulais rentrer à la maison tellement c'était brutal pour moi. Des gens qui te regardent, qui te dévisagent, puis t'entends faire des bruits de singe quand tu passes. Mm. Euh,
tu les entends parler dans les corridors de toi, mais en disant, mais est-ce qu'en Afrique, les singes, ils mangent des bananes aussi? C'est vrai, ce qu'on regarde à la télé? Est-ce que vous habitez dans des cabanes sur les arbres? Puis il y a des gens comme ça qui sont vraiment des élèves qui sont très curieux, qui prennent leur courage de venir t'aborder et te demander si tu vivais toute nue ou comme tu n'avais jamais des vêtements ou qu'on t'empêchait de porter des vêtements quand tu es venu au Canada. C'est le grand choc. C'est le grand choc. Et ça fait que durant toute mon année au high school, j'ai eu la peur de me mélanger avec ceux qui ne sont pas comme moi. Fait que j'ai toujours traîné avec des gens qui me ressemblent. D'ailleurs, quand j'en parle, j'ai envie de pleurer. Des gens qui me ressemblent, des gens comme moi. Et ça fait que vraiment, oui, c'était des belles années, mais j'aurais pu faire mieux. Je pense que j'aurais pu faire mieux. Merci beaucoup d'avoir partagé une partie de ce vécu difficile, Ruth. Je pense que tout le monde est un peu affecté d'entendre ce genre de témoignages. On sait que ça existe, mais de les entendre raconter par des gens qui les ont vécus, ça donne un autre sens complètement à ces idées qu'on peut parfois avoir de ce que c'est que le racisme. Marie-Paul, pour toi, c'était quand la première fois, les premières expériences de racisme? Moi, la première fois, c'était, je dirais, c'était assez brutal et c'était rapide. Hein. Comme moi aussi, je viens de la Côte d'Ivoire, j'avais jamais quitté mon pays, j'étais avec des personnes qui me ressemblent, dans mon cocon familial et tout ça. La première fois, c'est lorsque j'ai quitté mon pays pour arriver au Canada, la première seconde du premier jour, de la première minute. Dès que je suis arrivée à l'aéroport, ça a commencé. Donc, quand les agents frontaliers, en fait, m'ont demandé, dès que je suis arrivée, ils m'ont vu. Donc, je m'apprêtais à faire sortir mon passeport. Donc, moi, mon passeport, j'ai une couverture. Bon, les passeports ont de différentes couleurs, dépendamment des pays. Donc, moi, j'ai la couverture sur mon passeport, donc je ne peux pas deviner de quel pays est-ce que je viens, mais je cherchais mon passeport. Et l'agent d'immigration me demande, est-ce que je peux voir vos papiers officiels d'immigration? Donc, je le regarde, je demande, OK, vous demandez mon passeport. Il me dit non. Je demande votre visa ou vos papiers officiels d'immigration. Donc là, je le regarde, je lui demande, mais et si je n'ai pas de papier officiel d'immigration et que j'ai mon visa, et j'ai mon passeport et que je suis canadienne? Donc, enfin, vous me regardez, vous demandez mes documents d'immigration. En quoi est-ce que mon visage ou ma personne vous dit que je suis une immigrante ou quelqu'un qui vient immigrer au Canada? Et là, il me dit, bah ouais, parce que sûrement vous êtes venu immigrer ou étudier ou travailler. Ah ouais. Là, clairement, comme ça, cache, je lui demande, donc il n'y a pas de Canadien noir, donc ça ne se fait pas, il n'y a personne. Donc, quand on est noir, on est forcément dans notre pays. Là, il me dit, ouais, mais bon, franchement, si je veux aller rapidement, qu'il n'a pas que ça à faire, il veut voir mes papiers d'immigration. Donc, c'était ça. La première seconde, directement, on te met dans une case. Tu es immigrante, peu importe ton statut, tu es immigrante, c'est pas possible que tu sois canadienne. Enfin, on se base sur la couleur et puis on fait des présomptions. Alors, comment on se sent? Comment tu t'es sentie, Marie-Paul? Au début, je me suis sentie… En fait, je n'avais pas compris parce que moi, j'ai un problème fondamental avec l'injustice. Donc, je n'ai aucun problème avec les Canadiens. Donc, si quelqu'un pense que je ne suis pas canadienne, moi, ça ne me gêne pas parce que je viens de mon pays et je suis tellement fière d'être ivoirienne. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'était plutôt le fait d'assumer que quelqu'un ne venait pas d'une société juste parce que vous l'avez vu qu'elle était noire ou vous avez regardé, je dirais, sa manière peut-être de s'habiller ou son statut qui m'a gênée. Donc, moi, mon problème, c'était pourquoi vous assumez que je suis d'une communauté particulière. Vous ne demandez pas tout simplement votre passeport et à moi de vous donner mon passeport et quelque chose d'autre, mais vous n'assumez pas que je viens de quelque part juste en me regardant. Donc, c'était ça mon problème. Et ouais, donc ça a mis 20 minutes, personne n'avançait parce que je ne pouvais pas juste laisser passer. Il a discuté et voilà. Ça, on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure parce que je pense que dans beaucoup de cas, quand on reçoit la discrimination, le racisme, la réaction va être de figer peut-être, de ne pas avoir les mots, de ne pas trouver les mots, de ne pas trouver la façon de se défendre. On aura l'occasion de revenir à cette question-là. J'aimerais peut-être t'entendre, Eunice, en terminant sur ton témoignage, toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir parler ce soir? Parce que ce n'est pas évident de raconter, de se mettre à nu comme ça, raconter des situations qui parfois ont dû être traumatisantes pour soi. Est-ce que tu as une expérience à partager? Oui, étant donné au fait que le racisme est un sujet tabou, on n'en connaît pas beaucoup sur le racisme. Et en fait, l'année passée, ici au Canada, j'ai quitté du travail avec une amie et juste passé à downtown et j'ai juste entendu derrière moi « nègre » en anglais. Alors, nous nous sommes retournés, on a regardé la personne. Je ne savais pas comment
je savais pas quoi faire, en fait. J'étais choquée parce que c'était la première fois en fait, c'est devenu quelque chose de réel pour moi. Je me suis rendu compte, ah oui, il y a une différence. Ah oui, c'est la réalité au fait. C'est pas juste quelque chose qu'on voit à la télévision. Non, on vit dans ces mondes, on vit dans ces mondes où les personnes choisissent de vivre autrement, en fait, de te voir différemment. Et c'est quand c'est devenu réel pour moi. Et en fait, je savais pas quoi faire. J'étais choquée. Je suis rentrée à la maison. J'y ai plus pensé parce que je voulais pas y penser. Je voulais pas y penser. Et voilà, c'était ma première fois. Et c'est assez intéressant parce que je vous écoute et l'élément qui ressort, c'est le fait que vous êtes retrouvé confronté à votre différence une fois que vous avez quitté un espace où vous étiez majoritaire. Willy, c'était assez jeune, 6 ans, c'est très, très, très jeune pour vivre ça, mais ça commence assez jeune, en bas âge, justement, le racisme. Alors, je vous entends là-dessus. Les exemples que vous avez donnés sont des exemples assez directs, assez frappants. Si on t'appelle, si on te traite, on t'insulte, si on te traite, on te donne des noms, par exemple, c'est assez direct. On ne peut pas se poser la question, est-ce que je viens de subir du racisme ou pas? Mais le racisme, c'est aussi subtil. Est-ce que vous diriez qu'il y a différentes formes de racisme, différentes sources de racisme? Comment est-ce que vous définissez ça? Je sais que François, en ouverture, a essayé de mettre en place, si on veut, une espèce de paradigme autour de la notion de racisme systémique. Mais vous, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez qu'il y a différents degrés de racisme, parfois des manifestations qui sont plus difficiles à nommer, à identifier, Eunice? Oui, oui. Alors, en y pensant, en y réfléchissant, j'ai pas trouvé j'ai pas exact en fait, que la haine totale, en fait, pour moi, c'est ça le racisme. Le racisme, pour moi, je le perçois comme la haine, où une personne, il choisit de voir les différences au-delà des similarités, mais aussi, en fait, ce que je remarque dans notre siècle est le fait qu'il y a plus la présence du racisme passif. Il est passif du fait qu'on n'utilise plus, c'est plus physique, c'est plus verbal, mais c'est plus par le geste, par la façon de te regarder, par la façon de parler. Et voilà, en fait, c'est ça pour moi, c'est ce que j'ai remarqué. Mm-hmm. Willy, est-ce que tu voudrais sauter là-dessus pour toi? Parce que les exemples que vous avez tous donnés, comme je disais, sont assez directs, assez francs. Je ne vais pas jouer avec toi parce que X, Y, Z, on t'insulte, les qualificatifs, c'est assez direct. Mais le racisme, c'est ça, plusieurs formes. Alors, est-ce que vous pensez justement que de façon générale, il y a différentes formes de racisme et que ça a des impacts différents aussi au niveau de la façon dont on peut, par exemple, réagir quand on se sent attaqué? Oui, bien sûr. Déjà, le racisme aujourd'hui, il n'est plus comme avant. Il s'est adapté aux normes de nos sociétés libérales. Donc, c'est-à-dire avec nos sociétés soi-disant de droits individuels ou de droits pour tous. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Et comme vous l'avez dit, il y a différents degrés. Moi, ce que j'ai vécu, c'était probablement des enfants qui sortaient peut-être ce qu'ils ont entendu à la maison ou je ne sais quoi. Mais oui, j'ai eu à subir d'autres racismes qui étaient peut-être un peu plus subtils, peut-être un peu plus cachés. Une discrimination du genre, on va se pousser peut-être un peu plus vers un autre ami ou on va te parler, tu vas parler à quelqu'un, il va t'ignorer, il va juste continuer. Ça, peut-être que c'est moi qui l'ai mal interprété, mais il y a plein de choses comme ça qui peuvent arriver où c'est pas le même degré de racisme, c'est pas le même degré de discrimination que tu vas subir qu'une autre personne pourrait aussi subir. Et on n'a pas le même degré de tolérance aussi. Donc, moi, ce genre de choses, j'essaie juste de passer à travers. J'accorde plus d'importance aux mots, aux actions concrètes et plus fondées, je dirais, plus directes. Oui. Ruth, est-ce que tu considères que c'est plus simple aujourd'hui, en 2020, de discerner rapidement une situation de racisme ou c'est devenu, comme Willy le dit, tellement subtil que parfois c'est difficile à identifier? Je pense que c'est entre les deux. Moi, je pourrais dire que c'est vraiment entre les deux. C'est très subtil et aussi très facile à discerner parce que
en tant que jeune adulte, ou je veux dire, je peux prendre les gens de ma génération, hein, on nous a tellement élevés on nous a tellement inculqué des choses en disant que, voilà, parce que tu es noir, tu dois pas faire ça, parce que tu es voilà, parce que tu dois te tenir comme ça. Mais on a grandi avec beaucoup de règles, surtout dans cette société. On a vraiment, pour les personnes minoritaires, je peux pas seulement dire les noirs parce qu'il y a beaucoup de minorités, il y a beaucoup de règles qu'on t'impose directement ou indirectement pour te faire accepter dans la communauté. Et je pense que par rapport à ces règles-là, on a une certaine façon de se tenir. Donc, quand quelqu'un pose un acte à nous, ben, on peut dire, oh, c'est du racisme, mais en même temps, on se dit que non, peut-être que je l'ai cherché parce que je ne suis pas conforme aux normes. Ça, c'est intéressant. Je vois Marie-Paul hocher de la tête. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Moi, je dirais que le racisme, on peut toujours savoir lorsqu'il y a du racisme. C'est assez, comme elle a dit tout à l'heure, assez facile à discerner. Et j'ai remarqué aussi que de nos jours, pour s'adapter, comme il a dit, au standard de la société, il devient de plus en plus subtil, mais n'empêche qu'il est quand même, ça se voit. Donc, je dirais qu'entre guillemets, les personnes qui ont des tendances racistes ou qui sont racistes ou qui utilisent, je dirais, des moyens pour oppresser d'autres personnes parce qu'ils se croient supérieurs ou pas, ne peuvent en général pas s'empêcher de le montrer. Donc, aussi subtil qu'ils essaient de le faire, bah, ça sera toujours du racisme. Si je prends un exemple simple où moi, j'ai un ami qui est noir comme moi, qui a des dreads. Lorsqu'on marche des fois dans la rue à downtown, il y a des gens qui nous voient qui changent carrément de rue. Moi, ça m'amuse en fait parce que je me dis, vous essayez de le cacher, mais tu n'arrives pas parce que tu me vois et que tu changes de route parce que mon ami il a des dreads. Ou lorsque je suis, par exemple, en tant que noir, un exemple rapide, moi, je vis ici avec mes sœurs. Il y a un moment où on cherchait une maison et tout ça. Et donc, on est allé chercher la maison. Et la dame, après, nous demande est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez payer le loyer? Ce genre de questions, comme si je ne suis pas sûre pourquoi je viens chercher la maison là. C'est quoi la question en fait? Et donc, moi, à chaque fois, personnellement, je ne sais pas pour les autres, je comprends que c'est assez traumatisant, mais il n'y a pas encore une situation de racisme que je n'ai pas eu à call out. Donc, je suis du genre à parler et à ne pas laisser passer parce que souvent, quand on laisse passer, les gens pensent que c'est parce qu'on se sent vraiment faible ou dans la minorité ou comme Ruth l'a dit, on se sent mal. On se dit, oh non, c'est parce que je suis noire, c'est parce que je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas cherché. Je suis désolée, on est différents, mais tu n'es pas mieux que moi. Donc, en général, quand c'est dans ce genre de cas-là, moi, je parle et voilà, je te réponds de là à là, en fait. Ouais. Puisque tu ouvres la porte, Marie-Paul, je le disais tout à l'heure, dans beaucoup de cas, en tout cas un commentaire qu'on va souvent entendre quand il est question de racisme, quand il y a des discussions sur ce lourd sujet-là du racisme, la réaction que les gens vont avoir, ceux qui ont vécu du racisme, quand ils partagent leur expérience, c'est de dire que sur le coup, ils sont tellement pris au dépourvu qu'ils n'ont pas ils ne sont pas certains de ce qui vient de se passer. Ils ne savent pas exactement comment réagir pour confronter les personnes qui viennent de les agresser. Est-ce que vous êtes parfois mal à l'aise à l'idée de militer, de prendre la parole, de vous défendre et peut-être même de défendre les autres quand vous vivez ce genre d'expérience-là? Moi, je dirais, comme Eunice l'a dit, la première fois, forcément, on est choqué parce qu'on ne s'attend pas à ça. On se dit, vu qu'on vient à peine de quitter le cocon familial, on se dit, bah, c'est vraiment réel, j'entends parler de ça, je ne savais pas que ça allait m'arriver à moi. Donc, la première fois, en général, c'est normal qu'on soit choqué. Et encore une fois, il faut qu'on reconnaisse que chaque personne agit différemment en fonction de sa sensibilité. Mais moi, j'ai décidé, après cette première fois, donc je disais à l'aéroport où on a décidé que j'étais une immigrante parce que j'étais noire d'office, j'ai décidé de ne plus laisser que ce soit à moi ou à quelqu'un dans la société qui est noir comme moi ou quelqu'un qui vient m'expliquer quelque chose, de ne plus me taire. Parce que lorsqu'on se tait, en fait, se taire sur quelque chose qu'on te fait que tu n'aimes pas, ça permet à la personne de continuer parce que, soit souvent parce que la personne est ignorante, elle ne sait pas que ce qu'elle fait n'est pas normal, ou parce que la personne sait ce qu'elle fait, mais elle continue de t'oppresser vu que tu ne réagis pas d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière violente ou pacifique. Donc, dépendamment de la situation, bon, personnellement, j'évite la violence parce que après, ça rajoute les stéréotypes des Noirs qui sont violents. Donc, on ne va pas rentrer là, déjà qu'on essaie d'arranger les choses. Tu te sens un peu prise en otage, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si tu ne réagis pas, tu permets peut-être de perpétrer ou de perpétuer plutôt une mauvaise... de continuer c'est ça, un système, en tout cas un problème qui est persistant. Et si tu réagis, tu
passe un peu pour l'agresseur dans l'histoire. Pour l'agresseur du noir. Donc, ce que je fais, c'est que maintenant, j'utilise les mots. Vous savez, il y a plusieurs manières de se défendre ou d'agresser en utilisant les mots. Parce que si je te parle, pas te parler mal, mais si je te dis clairement ce que je pense, tu ne pourras pas dire que je t'ai tapé ou je t'ai fait quelque chose. Donc, en général, moi, je parle et j'appelle immédiatement la forme de racisme et je corrige ça immédiatement. Et j'ai aucun problème à en parler, que ce soit publiquement ou de manière privée. Ruth, est-ce que tu voudrais réagir là-dessus quand ce genre d'incident, de situation où tu te retrouves confronté donc à un propos, à une situation où voilà, le racisme est au cœur de ce qui se passe, comment tu réagis? Est-ce que tu as tendance à être prise au dépourvu ou au contraire, il y a quelque part, tu trouves le courage finalement de prendre la parole, de te défendre? Je sais que ce n'est pas évident, alors il n'y a pas de mauvaise réponse là. Bien sûr. Donc, comme Marie l'a dit, je pense que ça dépend vraiment du caractère de la personne. Moi, je suis quelqu'un de très sensible. Vraiment, donc quand ça me prend là, sur le coup, j'arrive pas à réagir. Je réagis pas du tout. Je me rappelle une fois, je pense que c'était l'année dernière, je suis partie dans un salon de thé. J'attendais pour quelqu'un. Et ben, tout bonnement, comme tout le monde, j'ai commandé ma petite tasse de thé pour ne pas rien faire. C'était quoi, 5 sous, 5 dollars. Je prends ma tasse de thé, puis la personne m'appelle, me dit que je suis en route. Est-ce qu'on peut se rencontrer au Tim Hortons à côté, au lieu de là où tu es? J'ai dit, OK, d'accord, j'arrive. Je m'apprête à sortir. Puis la dame vient sauter sur moi. Elle m'agrippe. Elle m'agrippe. Puis là, je suis comme, OK, mais qu'est-ce que... Sur le coup, je me suis dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose sur moi que j'ai prise, qui ne m'appartient pas, j'ai volé ou quelque chose comme ça. Mais non, mais puis quand je lui demande, mais pourquoi tu fais ça? Elle me dit, mais je pensais que tu allais partir sans payer. Oh là là. Ouais. Donc, j'avais des pièces sur moi. J'étais au bord des larmes. Je lui ai donné tout mon argent. Je pense que c'était 10 dollars en pièces. Je lui ai tout donné. Je suis sortie en pleurant. Donc, ça fait que sur le champ, franchement, je ne savais pas quoi faire. Mais après, j'étais révoltée. Je me suis dit, mais attends, mais il y a plein de personnes dans le salon de thé. Pourquoi elles sautent sur moi? Pourquoi elle va penser que moi, je ne pourrais pas payer mon thé, au fait? Donc, oui, je pense que ça dépend de la personnalité. Moi, je suis apte à réagir plus tard que sur le champ, par exemple. Prends du recul. Willy, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus? Comment on réagit face à ce genre de situation? Et étant donné que ça peut arriver à plusieurs reprises, est-ce que ça nous encourage ou ça nous décourage avec le temps éventuellement de peut-être être beaucoup plus frontal et de réagir en fait à ce genre de situation? Moi, ça dépend vraiment, mais déjà, en général, je suis plutôt une personne assez réservée, donc, sauf pour certaines personnes que je connais dans ma vie quotidienne et tout ça, là. Mais sinon, je parle pas trop, je rentre pas trop dans l'agression, dans le débat, je suis pas rentre dedans. Donc, ça fait que souvent, j'évite de parler, et c'est le fait, hein, c'est le cas, donc ça fait que souvent, j'évite de parler et je sais pas trop comment réagir quand je suis victime de racisme. Sauf quand, justement, je le dis, quand c'est des personnes que je côtoie ou des amis ou même des gens de ma génération, je peux plus en parler. Je me sens un peu plus libre. Mais quand il s'agit, par exemple, d'un patron ou de quelqu'un de plus âgé, je ne sais pas, peut-être que c'est mon côté un peu trop africain qui avec le droit d'aînesse qui fait que je peux pas... On est poli. C'est ça. Donc, souvent, je me tais ou j'essaye de donner mon opinion, mais généralement, ça m'arrive pas tant que ça, mais ça m'est arrivé. Je n'ai pas vraiment parlé. Donc. Alors, vous êtes 4 personnes et vous avez à chacun son côté vécu donc, ces expériences de racisme. Diriez-vous que c'est assez répandu? Et là, je voudrais peut-être ouvrir la question aux autres personnes qui sont là parce que je ne vous ai pas donné la parole jusqu'ici. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent intervenir par rapport à ce qui s'est dit jusqu'ici? Est-ce que vous diriez que ces réalités qui ont été partagées ici là, par Willy, par Marie-Paul, Ruth et Eunice, c'est quelque chose qui est répandu dans vos environnements, dans vos cercles de relations à proximité?
il y a plusieurs visages ici. Je suis certaine qu'il y en a qui auraient des choses à dire. Je vois des visages familiers. Oui, David. Alors, bonjour à tous. Par rapport à l'expérience de Winnie, qui a vécu en France et qui vit au Canada, donc moi je viens de France et j'ai immigré il y a 2 ans à peu près. Je trouve paradoxalement que le racisme est moins présent au Canada, ou en tout cas, quand je mets en perspective ce que j'ai vécu pendant presque 40 ans en France et ce que je vis maintenant ici, je ressens une espèce de honte parce que je me dis, mais c'est dingue le racisme omniprésent qu'il y a en France, comparativement à ce qui peut se faire ici. Et là, je remets une couche de relativisme en me disant, ben non, tu as un gros biais culturel parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte. Parce que là, on a eu 4 témoignages qui disent, ben oui, ici en 2020 au Canada, il y a du racisme à tous les jours. Et honnêtement, je ne m'en rendais pas plus compte que ça, ou je le comparais à une situation d'avant qui me disait, ben oui, en France, la situation est catastrophique par rapport à ce que je vois ici. Et là, je constate qu'en fait, ben, ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux. Donc, ouais, je suis un peu dépité d'entendre ça. Et puis, je me dis quelque part, est-ce que je n'ai pas un manque de curiosité ou est-ce que je n'ai pas un peu des œillères qui font que je ne le vois pas? Je sais pas, en tout cas, ça m'interroge. Ça me pousse à me poser des questions. Merci beaucoup, David, d'avoir partagé cette réflexion. Je pense que c'est très intéressant d'avoir justement cette perspective aussi de comparaison, d'avoir vécu en Europe et d'avoir cette expérience canadienne. Et c'est vrai qu'en Europe, on a encore beaucoup cette image d'un Canada très pacifiste, ce qui est vrai, mais avoir justement les témoignages, il y a encore de gros travaux, de gros efforts à faire pour justement éradiquer ce racisme-là. Et ce qui m'emmène peut-être à un point et à une expression qu'on a beaucoup entendu parler peut-être de ce racisme systémique. Alors, qu'est-ce que vous comprenez quand on vous parle de racisme systémique? Est-ce que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a une nuance à faire entre l'expérience que vient de partager David, où ici au Canada, c'est plus subtil, alors qu'en Europe, par exemple, en France, ce serait beaucoup plus direct. Comment vous voyez les choses, Eunice? Bon, personnellement, racisme systémique ou dirais-je institutionnel, c'est quand en fait le racisme est véhiculé par exemple par le politicien, par les pratiques et procédures d'une structure institutionnelle par exemple. Et bon, en fait, pour moi, je trouve que ça, c'est encore plus fréquent ici au Canada. C'est très silencieux, c'est très systématique, que c'est quand on se dit on s'en rend pas compte qu'il y a du racisme alors qu'il y en a. Et bon, en fait, par exemple, pour les politiciens, c'est plus l'hypocrisie. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils arrivent à le faire. Bon, c'est quand tu reflètes, tu te demandes comment, bon, en fait, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils peuvent, ils peuvent penser à faire des choses qui sont très, bon, en fait, très haineux. Je ne sais pas comment les décrire, mais bon, en fait, c'est ça, en fait. C'est plus là au Canada. C'est pourquoi les gens disent que, oh, il n'y a pas le racisme au Canada, il n'est pas présent. Non, mais il est là. On le vit chaque jour. On le vit, bon, en fait, j'ai parlé à un ami hier et puis il m'a aussi parlé de son expérience avec le racisme dans les autobus. Et je lui ai demandé, bon, mais pourquoi tu n'as pas parlé? Mais il m'a dit, bon, tu veux que c'est moi qu'on emprisonne parce que du fait que quand tu parles, c'est à toi la faute. Pourquoi? Parce que tu es noir. Pourquoi? Peut-être parce que tu es un homme grand, noir et tu es costaud. Alors, on dirait que bon, en fait, c'est toi qui as commencé ou quelque chose du genre. Alors, en fait, c'est ça ici au Canada. Et par rapport aux structures institutionnelles, bon, le travail, c'est tellement... Bon, en fait, pour moi, c'est surprenant que je dois travailler, je ne sais pas, 4 fois plus qu'une autre personne. Ça, bon, en fait, que ce soit pour le travail, que ce soit, bon, je dirais, par exemple, à l'école, il y a parfois où on expérimente cela. On expérimente cela et, bon, c'est regrettable, en fait. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer peut-être ce que tu veux dire quand tu parles de ce racisme latent? On le sent, mais on ne le voit pas vraiment. Bon, disons, en fait, je vais donner un exemple. Bon, en fait, ma sœur, elle m'a donné son exemple à elle. Elle disait qu'elle avait appliqué pour un travail et elles étaient, bon, il y avait permettez-moi de dire, 2 personnes
elle était la seule personne noire et il y avait deux personnes blanches. Ils ont fait l'interview, mais on ne l'a pas pris. Et puis, elle a essayé de voir, bon, pourquoi on ne l'a pas pris, pourquoi? Mais elle avait toutes les qualifications, elle avait tout ce qu'il fallait, mais elle s'est rendue compte, c'est à cause de qui elle était, en fait. C'est à cause de sa différence en fait, elle est noire, en fait. Il ne faut pas avoir peur de les dire, parce que parfois, quand on a peur de les dire, c'est pourquoi, bon, elle est devenue plus silencieuse. Alors, bon, en fait, c'est juste ça. C'est un ressenti. Marie-Paul, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus quand on parle de ce racisme systémique, racisme qui est vraiment difficile à identifier parfois quand on parle d'institutions comme vient de le mentionner Eunice? Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois aussi? Moi, je vais complètement aller dans l'autre sens. Je ne sais pas si d'autres personnes dans ce panel vont penser comme moi que c'est du racisme. J'ai mis quand même 4 ans à essayer de comprendre si c'était du racisme ou qu'est-ce que c'était. Mais maintenant, tu es patiente en tout cas. Voilà, à 4 ans. En fait, c'est dans l'autre sens. Donc, moi, une fois, je suis allée à une interview pour un travail et j'étais la seule personne noire, d'autres personnes blanches et d'autres personnes d'autres, je dirais, d'autres ethnies et tout ça. Donc, on est arrivé et carrément, après l'interview, donc moi, j'étais là, j'attendais et j'ai entendu la personne qui faisait l'interview parler à son collègue en disant que, ah oui, ce serait bien qu'on ait une personne noire dans l'équipe, comme ça, au moins, ça balance un peu, la diversité de notre équipe, ça montre qu'on est inclusif, qu'on a la diversité. Donc, on regardera les qualificatifs, même si, parce que moi, je venais d'arriver au Canada, donc j'avais pas beaucoup d'expérience, même si elle n'a pas beaucoup d'expérience, ça fera bien dans notre dossier de montrer qu'on a embauché quelqu'un qui est noir. Donc là, au lieu de t'embaucher, je dirais, pour ta compétence ou pour ton travail, on veut t'embaucher pour te prendre comme, je dirais, la seule image que je vois dans la tête, je ne sais pas si je dirais comme une bête de foire, comme juste pour dire que mon entreprise, elle est diverse, j'embauche des personnes noires. Donc, encore une fois, je ne sais pas si vraiment c'est du racisme parce que j'ai mis du temps à comprendre ça, qu'on m'embauchait parce que j'étais noire et que ça allait faire du contraste dans l'entreprise. Donc, comment ça a été donné ou comment ça a été posé était assez compliqué à comprendre. Donc, encore une fois, la subtilité de cette notion de racisme, je pense que des fois c'est évident, d'autres fois c'est un peu plus difficile à identifier. Ça fait quelques mois maintenant qu'on en parle beaucoup dans l'actualité avec les événements aux États-Unis, la mort de George Floyd par exemple, de Breonna aussi. Il y a eu au fil des dernières années là, le mouvement Black Lives Matter qui a gagné du terrain aux États-Unis mais aussi ici au Canada. C'est devenu un mouvement qui est vraiment reconnu à travers le territoire, en Amérique du Nord en tout cas. Est-ce que vous ressentez parfois la pression, une forme de pression de vos pairs, des autres membres de vos communautés, par exemple, pour penser ou agir d'une certaine manière pour ne pas nuire justement à ce mouvement Black Lives Matter qui est si fort à l'heure actuelle? Marie-Paul? Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de pression comme de la part de personnes de notre communauté que je n'ai pas bien compris? Des pressions, c'est-à-dire une forme d'influence ou une volonté peut-être de prendre un parti, de se positionner sur certaines questions. Est-ce que vous ressentez le poids de devoir porter, si on veut, ce mouvement-là? Oui, déjà, je pense que d'expérience personnelle, comme on l'a sûrement vécu tous ici d'une manière ou d'une autre, le racisme, déjà en tant que personne noire, moi personnellement, je me sens pas obligée, mais je sens que j'ai le devoir de quand même, je dirais, parler, de faire porter ma voix pour essayer de changer quelque chose pour les générations futures. Et puis aussi, je sens que j'ai encore la pression de le faire comparé à, enfin, quand je regarde derrière nos parents et tout ce qu'ils ont pu vivre, comme moi, mon père, par exemple, il a été en France donc, pour étudier, donc là, c'était encore dans des années encore en arrière où le racisme était encore plus, j'ai envie de dire, violent, où carrément, on pouvait se mettre à tabasser des gens parce qu'on était noir, ou c'était interdit de rentrer dans certains restaurants ou certains hôtels parce que j'étais noir. Donc, je me dis, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose parce que, encore une fois, à chaque fois qu'on essaie de répondre, que ce soit verbalement, même de manière pacifique, c'est toujours le noir qui a la faute. Je me dis, pour tout ce qu'ils ont vécu, pour toute la souffrance que, je dirais, nos devanciers ont vécu, je me dois quand même de faire tout ce que... Parce que là, on a l'opportunité de pouvoir au moins parler et d'avoir je dirais, la grâce d'avoir créé ce mouvement Black Lives Matter. Donc, je me dis, maintenant qu'il y a la plateforme, ce serait vraiment triste pour moi de ne pas utiliser cette plateforme pour essayer de parler de toutes ces années de silence que les personnes de ma communauté n'ont pas pu exprimer. Ça sera franchement triste pour moi si je ne pourrais pas l'exprimer. Donc, à chaque fois, comme je le disais, que j'ai l'occasion, je ne manquerai et je ne cesserai de l'exprimer, de le défendre.
Pour ceux qui sont un peu plus réservés, on va dire, dans leur réaction, je pense à Ruth et je pense à Willy, à cette même question. Qu'est-ce que vous voudriez répondre, Willy? Est-ce que tu ressens, si on veut, une forme de pression, justement, de maintenir ce mouvement, de soutenir ce mouvement Black Lives Matter en vie, quelque part, pour ne pas, justement, que ces enjeux de racisme qui sont vécus au quotidien, vous l'avez si bien raconté, là, puissent finalement tomber aux oubliettes? Oui, bien sûr. Je n'ai aucune pression, mais je soutiens, comme l'a dit Marie-Paul, volontairement. Et par contre, j'aimerais juste que ce mouvement se diversifie parce qu'il n'y a pas que les Noirs qui sont victimes de racisme. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce mouvement actuellement. Ouais. C'est très important ce que tu viens de souligner, Willy, parce que cette rencontre, on l'a fait sur la question du racisme envers les Noirs, mais on pourrait l'agrandir. On vit à Winnipeg, on vit au Manitoba. On sait que le racisme, c'est aussi vécu par plein d'autres communautés, les communautés autochtones, les Premières Nations ici. On peut penser à d'autres groupes culturels aussi qui subissent à leur manière des discriminations. Ruth, est-ce que tu te sens un peu, si on veut, un appel d'être active, être activiste, de porter le combat quelque part là, des Noirs de la communauté? Donc, moi, je pense que appartenir à la communauté BLM, Black Lives Matter, c'est naturel. C'est naturel. Je pense que c'est une part de l'identité noire qu'on a manqué durant toute notre existence. Pour les Noirs, on l'a manqué. Et aussi, il y a une joke qu'un de mes amis m'a dit aujourd'hui ce matin, que en tant que personne noire, en 2020, tu peux tout te permettre parce que tu es comme intouchable, personne ne peut te toucher. Et je pense que Willy l'a bien dit aussi que c'est pas seulement les Noirs, mais que tout le monde. Mais selon moi, l'appartenance à cette communauté pour les personnes noires est vraiment très naturelle. Tu n'as pas besoin de te poser des questions. Est-ce que ce qu'ils font est juste ou pas juste? Mais c'est vraiment, ça va dans le sens où ressortir la voix et faire entendre les droits des Noirs. Depuis quelques temps, là, depuis les événements justement de la mort de George Floyd, les manifestations aux États-Unis, un commentaire qu'on a beaucoup entendu dans les médias sociaux, c'est que on n'est pas aux États-Unis. C'est-à-dire que ce qu'on vit quand on est noir aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'ici au Canada. Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation-là, à ce commentaire-là, Eunice? Je trouve que aux États-Unis, c'est plus présent parce que, en fait, je dirais que c'est là où tout a commencé. C'est ça, c'est que je dirais. Mais au Canada, comme je l'ai dit bien avant, c'est très silencieux parce que parfois, les gens, ils ne savent pas vraiment comment réagir. Mais tandis qu'aux États-Unis, les gens, ils doivent réagir, en fait, parce que ça fait partie de leur identité, ça fait partie de leur histoire. Mais comme vous avez demandé comment est-ce qu'on se sent obligé de réagir, ici au Canada, on ne se sent pas obligé de réagir. Parfois, on ne réagit pas parce on n'est pas au centre du problème, si je peux dire cela. Tandis qu'aux États-Unis, on est au centre de toute chose. On doit réagir. Si on ne réagit pas, on ne change rien du tout. Et parfois, même si on réagit, on ne change rien du tout. Alors, on ne sait vraiment pas quoi faire maintenant. Réagir ou ne pas réagir. En fait, c'est ça. D'ailleurs, il y a une question que je viens de voir à l'instant. Alors, désolé les amis, j'étais tellement prise à écouter tout le monde que j'ai oublié de regarder la section du chat. Alors, il y a une question qui vient de Katia Saint-Vincent. Elle dit, j'ai une question. Est-ce que vous avez remarqué des changements dans la fréquence du racisme vécu dans les derniers mois avec le mouvement Black Lives Matter? Je trouve que c'est une question très, très intelligente, très, très, très intéressante aussi. Qui voudrait se lancer? Est-ce que vous avez ressenti qu'avec le mouvement Black Lives Matter, il y a quelque chose qui changeait? Je pense que oui, je pense que c'est Ruth qui parlait de la blague avec son ami qui disait qu'on est un peu intouchable en ce moment. Marie-Paul, est-ce que tu voudrais renchérir là-dessus? Est-ce que vous avez ressenti un changement? Moi, je dirais oui et non. Je dirais oui parce que maintenant, les personnes qui seront peut-être à traite ou je dirais qui
réagiront de manière raciste envers quelqu'un qui est différent de maintenant, je dirais en peur ou sentent une pression parce que maintenant, les gens essaient d'en parler. Surtout au Canada, les gens essaient d'en parler. Donc, ils comprennent que ce n'est plus aussi silencieux que ça. On voit, on sait ce que vous faites et on a décidé de dénoncer, d'en parler. Donc, juste pour éviter juste pour ne pas avoir l'étiquette de dire que je suis raciste ou je ne suis pas raciste, certaines personnes essaient de se cacher ou de faire de manière plus subtile. Mais je ne pense pas vraiment que ça ait changé en tant que tel. Mais on voit quand même l'effort de certaines personnes qui essaient de, comme je dirais, comment je peux appeler ça, bring awareness autour d'eux et qui essaient d'en parler, qui disent que faire de la sensibilisation. Voilà, faire de la sensibilisation autour d'eux. Et on remarque ça de plus en plus. Mais je ne pense pas vraiment que ça ait... Je dirais que ça a changé de 5%, mais pas vraiment de beaucoup. Willy, est-ce que tu voudrais sauter là-dessus? Oui, et surtout ce que a dit Marie-Paul, quand elle dit qu'on vous voit, j'aimerais juste préciser que ce n'est pas tout le monde qui sait qu'il est raciste et qui le revendique. Il y a certaines personnes, et moi, ce qui me dérange le plus dans mon expérience et tout ça, c'est ces gens qui ne savent pas qu'ils sont racistes, mais qui peuvent justement changer leurs propos et les adapter. Ces petits mots, ces petites curiosités mal placées ou déplacées plutôt, qui sont un peu malsaines pour moi. Donc, c'était juste la parabole et je n'ai pas très bien compris la question au fait. Est-ce que vous pouvez Oui, en fait, je voulais savoir si, avec le mouvement Black Lives Matter qu'on a vu prendre du terrain, prendre de l'ampleur, être soutenu à travers le Canada, à travers les États-Unis, est-ce que ce mouvement-là, depuis ce mouvement, vous sentez un changement de mentalité, un changement qui a été apporté en fait par justement la prise de conscience collective peut-être que peut susciter le mouvement Black Lives Matter? Je dirais que la prise de conscience, elle s'est faite avec notre génération. Ce mouvement-là, c'est un mouvement comme d'autres. Il faut juste continuer et continuer et continuer. Après, il ne faut pas arrêter. Mais actuellement, juste avec la mort de George Floyd et ce qui s'est passé, je dirais, pendant le confinement, là, ça n'a pas vraiment changé les choses pour moi. Mais le mouvement en soi, depuis sa création sous Obama et jusqu'à actuellement, il a peut-être contribué aux États-Unis, mais je ne peux pas dire que juste les manifestations qu'il y a eu dans ces derniers mois ont changé le racisme actuel. C'est intéressant parce qu'on revient toujours aux États-Unis. Hein, ça reste la référence, même s'il y a des actes racistes qui ont été rapportés aussi ici au Canada. Une question de Amber qui se demande s'il y a une différence communautaire entre les provinces du Canada. Elle se demande s'il y a quelqu'un d'entre vous là qui a des expériences d'avoir vécu ailleurs au Canada et qui note justement des particularités sur cette question du racisme interprovincialement parlant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait vécu ailleurs au Canada qui aurait quelque chose à partager là-dessus? C'était des voyages directs pour Winnipeg, pour le Grand Froid. Bon, le Grand Froid, OK, on va poursuivre avec la prochaine question. À l'école, quelles sont les façons de diminuer le racisme quand parfois les enseignants font partie du problème? Et je trouve ça très intéressant, surtout après le commentaire de Willy, parce que des fois, on est raciste et on ne le sait pas. Hein? Alors, à l'école, quelles seraient des manières de diminuer le racisme quand parfois les enseignants font partie du problème? Ça ramène un peu à la base, en fait, de la question. Là, c'est quoi le racisme et comment est-ce qu'on le reconnaît? Willy? Je voulais juste intervenir sur ce sujet parce que j'avais entendu ce qui s'était passé aussi à Ottawa avec le prof ou la prof qui s'est fait licencier suite à des propos. Après avoir utilisé le mot en haine dans un cours, dans un contexte de cours. Après, je ne sais pas s'il n'y a que moi qui pense ainsi, mais je trouve que dans le milieu justement universitaire, surtout parce que ce n'est pas toute école qui peut se permettre, je trouve que même si déjà le contexte est assez déplacé, elle aurait pu juste dire N-word, je pense que les gens auraient compris et auraient compris. Mais je pense que dans le milieu universitaire, certaines choses peuvent être dites. Parce que j'avais lu un article de La Liberté où il y avait, je pense, le professeur Noël qui parlait de ce problème et qui comparait certains étudiants chrétiens qui devaient justement, si on se privait de certains mots, qui devraient ne plus apprendre en biologie que l'homme descend à une certaine, comment dire, hiérarchie ou descend du singe, tout ça, et devrait juste croire que l'homme descend de Dieu. Donc, je pense que
dans le milieu universitaire, on peut se permettre certaines choses que on ne peut pas dire dans d'autres cas. Donc, si on pouvait juste pardonner ce genre ou accepter ou être moins susceptible à ce genre de choses, ce genre d'allusions sans non plus peut-être les partager, mais juste être tolérant dans le milieu universitaire. C'est juste ça que j'avais à dire. Marie-Paul, est-ce que tu voudrais renchérir là-dessus? Est-ce que, quelles seraient des façons de diminuer le racisme dans les écoles? Et puis là, on peut le sortir à l'extérieur du contexte d'école, je crois, et ça ramène vraiment à l'essence de cette discussion ici, c'est-à-dire qu'il y a le racisme, encore une fois, qui est très brutal, qui est comme un coup de poing qu'on reçoit en plein visage à travers une insulte, à travers un geste qui est posé, puis il y a celui qui est beaucoup plus subtil, et parfois, on a tous des biais, on a tous des préjugés, et des fois, ces préjugés, on peut les transmettre aussi aux gens autour de nous, surtout si on est en situation d'autorité, comme par exemple, ce serait le cas pour un professeur ou pour un enseignant. Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus, Marie-Paul? Et comment est-ce qu'on trouve une solution? Comment est-ce qu'on fait pour diminuer le racisme auprès des enseignants dans ce cas précis de la question de Liam? Je ne sais pas si je dirais que j'ai une solution à donner, mais tout ce que je dirais, c'est que je sais qu'en général, l'être humain, peu importe ce qu'on dit, est doté de quand même de bon sens. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est lorsque vous voulez faire une remarque, vous pensez, des fois, avant de parler de quelque chose ou avant de dire quelque chose, on se demande si c'est la bonne chose ou est-ce que je devrais le faire. Si vous pensez quelque part dans votre tête que c'est déplacé, c'est que c'est déplacé, ne le faites pas. Donc, vaut mieux ne pas le faire que de le faire et de blesser quelqu'un. Aussi, l'autre chose, ce serait malheureusement, si jamais vous le faites et que vous voyez la réaction de l'étudiant ou de la personne autour de vous, de prendre cette réaction en considération. Et une chose qui est très bien, c'est de comprendre et je dirais, je perds mes mots, d'acknowledge que vous avez, je dirais, peut-être offensé quelqu'un. Donc, si jamais moi, mon professeur ou quelqu'un qui est un professeur dit quelque chose, fait une remarque déplacée et que je viens peut-être tout gêné ou que mon visage change et que je dis au professeur que je me suis senti gêné, souvent, la plupart du temps, il y a des professeurs qui ont peut-être tendance à, je dirais, je ne sais pas si c'est par honte ou par culpabilité, à juste balayer ça du revers de la main en disant, voilà, bon, on l'a fait, c'est tout, c'est fini, et bon, ça devient une autre discussion. Juste reconnaître que, OK, j'étais peut-être blessée d'une façon ou d'une autre en disant ça, mais ce n'était pas mon intention, je m'excuse, je suis désolée. Et puis, pour la prochaine fois, comment est-ce que tu aimerais que, je ne sais pas, je t'appelle ou comment tu aimerais que je t'interpelle sur ce sujet-là? Et en fait, tout est une question de communication et de discussion. Voilà, ne pas assumer quelque chose et lorsqu'on l'a fait, essayer de reconnaître et d'être prêt à apprendre ou à revenir sur ses pas et à reconnaître ses erreurs. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé, je dirais, dans l'absolu, c'est-à-dire il y a les témoignages que vous avez donnés très personnels, mais on a parlé de façon un peu générale. Vous êtes des étudiants noirs dans une université francophone, en milieu minoritaire, dans une mer anglophone. Vous avez des expériences peut-être personnelles aussi à partager dans le contexte universitaire. Si, par exemple, comme étudiant, vous vivez une situation de racisme où ça implique, par exemple, un professeur, ça implique un membre du personnel. Est-ce que vous sentez que vous avez des ressources? Vous sentez que vous avez des options, en fait? Ruth, peut-être là-dessus, tu disais que tu es en 3e année, si je comprends bien, d'université. Donc, ça fait 3 ans maintenant que tu es à l'Université de Saint-Boniface. Ça en fait des professeurs, ça en fait des cours. Alors, je suis sûre que tu as quelque chose à partager là-dessus. Peux-tu répéter la question? Je n'ai pas bien compris. Oui, alors je voulais savoir, jusqu'ici on a beaucoup parlé un peu de façon globale, mais je voulais revenir à des exemples plus personnels, c'est-à-dire que vous êtes tous les 4 des étudiants de l'Université de Saint-Boniface, vous avez donc rencontré des situations peut-être difficiles dans vos parcours personnels. Alors, quand il y a des situations où vous pensez vivre une discrimination, vivre du racisme et que ça implique un membre du personnel ou un professeur, est-ce que vous sentez que vous avez des options qui s'offrent à vous? Moi, personnellement, dans tout mon parcours universitaire, j'ai toujours eu des profs qui m'ont soutenue dans tout ce que je faisais. Si quand il s'agit des travaux et même émotionnellement, quand je traversais des moments difficiles, c'était des personnes à qui je pouvais parler ouvertement et qui me donnaient leur soutien. Donc, personnellement, je pense que le racisme à l'université, pour moi, ne sont pas causés par les professeurs parce qu'ils sont très, très au courant de la diversité, vraiment à Saint-Boniface, de la diversité qu'il y a dans notre université. Les professeurs sont très, très au courant par rapport à ça.
et ils traitent les élèves de tout le monde de la même façon. Donc, je pense que peut-être faire la nuance entre sévérité et préférence. C'est ça qu'il faut vraiment faire la différence. Parce que j'en ai connu aussi des profs très sévères, mais je peux pas dire ils préfèrent d'autres personnes à moi parce que je suis noire. Non. Leur sévérité me pousse peut-être à beaucoup travailler et à donner le meilleur de moi, mais pas qu'ils sont racistes. Mais par contre, on souligne le fait que le racisme à l'université est, ben, si je peux dire à 90%, vient des élèves, vient des étudiants eux-mêmes. Parce qu'on peut regarder, les groupes ont tellement de la difficulté à se mélanger. Il y a toujours des noirs qui vont traîner avec des noirs, des blancs qui vont traîner avec des blancs. Et si tu vois un noir dans un groupe de blancs, c'est qu'ils ont commencé, ils ont été amis depuis peut-être belle lurette, depuis tout petit. Donc, ça fait que ce petit-là ou ce noir-là se sent bien au milieu de ces personnes-là, donc ils ne ressentent plus sa différence, quoi. Donc, ça fait que le racisme, personnellement, je trouve que c'est vraiment dans le milieu universitaire qui vient des étudiants. Même si l'université fait beaucoup d'efforts, l'université de Saint-Boniface fait beaucoup d'efforts pour mélanger les groupes avec des événements culturels, des forums et tout ça. C'est vraiment, vraiment très, très cadré. Et puis, l'université voit beaucoup d'efforts et tout ça, et l'association étudiante aussi. Mais je pense que c'est juste que les groupes ne se mélangent pas compte tenu du background des élèves. Est-ce que quelqu'un voudrait renchérir là-dessus? Willy, est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ça? Ou Eunice, allez-y vraiment comme vous le sentez. Est-ce que vous ressentez justement comme Ruth que le gros du problème vient des étudiants? D'ailleurs, je pensais que ça avait changé. On avait fait un reportage là-dessus à Radio-Canada. On pensait que ça allait brasser la cage. Mais apparemment, on reste en petit ghetto dans la salle, dans la cafétéria encore. Willy, qu'est-ce que tu as à rajouter? Je vais dire juste que j'étais complètement d'accord avec ce que vient de dire Ruth. Mais maintenant, comment je réagirais si ça se passerait, si j'étais victime de racisme de la part d'un professeur, je ne sais pas actuellement. Je ne sais pas, mais sinon, les propos de Ruth je suis totalement d'accord avec elle. Parfait. Et le temps file, mon Dieu, je réalise qu'il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. On a quelques questions ici. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Stéphane me disait dans le chat, je crois qu'il a une question. Est-ce qu'on a le temps pour prendre des questions? Si vous avez levé la main pour répondre, allez-y. Vous avez le podium. Qui était cette personne mystérieuse qui voulait poser une question? Julien Ferrer, je crois. Oui, c'était moi. Moi, j'ai vu beaucoup de racisme au collège, mais pas vraiment que contre les Noirs, c'était plutôt contre les immigrés. Donc moi, je suis français et vraiment, il y avait deux groupes au collège. Il y avait le groupe des Franco-Manitobains et le groupe des immigrés. Et vraiment, c'était comme une petite guerre entre les deux groupes. Tout le monde se détestait entre les deux groupes. Tout le monde se rejetait. Si on devait faire un travail ensemble, que les profs nous mélangeaient, parce que je pense qu'ils sont quand même au courant de ça, ils veulent arranger le problème. Mais même si on devait travailler ensemble, le travail était mal fait parce qu'on n'avait aucune motivation de travailler avec un groupe. Comme moi, j'étais beaucoup rejeté par les Canadiens. Mes amis rejetaient beaucoup les Canadiens aussi. Et ouais, je trouve que il y avait beaucoup de tension entre les deux groupes. Alors, comment tu expliques ça, Julien? J'essaie toujours de ramener ça à l'essence de ce sentiment de racisme. Comment est-ce qu'on l'explique? Comment est-ce que tu l'expliques, toi, de l'avoir perçu, de l'avoir vécu? C'est juste qu'on a... les immigrés ont la même expérience, je pense. Et ils essayent de se regrouper. On a tous quitté notre famille, on a tous découvert un nouveau pays, on a tous découvert une nouvelle culture qu'on ne comprend pas vraiment, qu'on ne nous explique pas vraiment non plus. Donc, on essaye de se rassembler parce qu'on a les mêmes expériences de vie et la même culture. Je sais que la culture africaine et la culture française est à peu près pareille.
je veux dire qu'on est, je sais pas comment dire ça, mais on est très proche de notre famille éloignée, c'est-à-dire que on se regroupe beaucoup entre grandes familles. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais on a un petit peu de culture. Il y a plus d'affinité peut-être, c'est ça? Il y a plus d'affinité, oui, oui, parce que on a on a moins de différences entre nous. Même si on n'a pas la même couleur de peau, on n'essaye pas de se rabaisser. J'ai vu un message dans le chat qui était intéressant. Je crois que c'était par Chèque et qui disait que le racisme, c'était pas vraiment que la couleur de peau, c'était vraiment le but de rabaisser une personne parce qu'elle était différente de nous. Et j'ai vraiment vu ça au collège. C'est tout. Merci beaucoup, Julien, d'avoir partagé ça, l'idée de rabaisser. Et est-ce qu'il y a peut-être aussi la notion d'acquis, c'est-à-dire un peu la crainte de l'autre, la crainte de peut-être perdre ses acquis, de perdre ses privilèges en acceptant les autres? Est-ce que ce serait aussi à la base du sentiment? On a effleuré assez rapidement la question des gouvernements parce que, voilà, on a vu dans le débat autour du racisme ici au Canada, des politiciens parfois prendre la parole, se positionner sur notamment la notion de racisme systémique. On peut penser par exemple au Premier ministre du Québec, François Legault, qui refusait d'accepter là qu'il y avait cette notion de racisme systémique au Québec. Est-ce que vous sentez que vos leaders, les leaders politiques du Manitoba, les leaders politiques canadiens se préoccupent de cet enjeu du racisme? C'est peut-être un peu large, mais en même temps, c'est à travers des politiques, c'est à travers une conscientisation qu'on peut faire changer les choses. Marie-Paul? Si je peux m'exprimer dans un sujet qui est assez sensible et qui est super compliqué en ce moment. Mais on est là pour ça, Marie-Paul. Vas-y donc. Dans lequel on va, que ce soit l'association étudiante ou la Fédération canadienne des étudiants, ce serait la question de la santé des immigrants ou des étudiants internationaux, je dirais, au Manitoba. Donc, en 2018, pour ceux qui ne le savent pas, les étudiants internationaux et les immigrants ont eu, enfin, je dirais certaines parties des immigrants, mais je vais parler pour les étudiants internationaux parce que j'en connais plus là, ont perdu l'accès à la Manitoba Health Card et donc n'ont plus eu accès aux soins. Moi, je dirais, certaines personnes ont parlé d'un peu de racisme systémique dans ce sens-là, parce que le gouvernement, je dirais, du Manitoba est conscient qu'en général, comme le disait Julien, les immigrés ou les étudiants internationaux viennent d'autres pays, donc je dirais peut-être d'autres cultures, ne sont pas forcément canadiens ou présents d'ici. Je ne sais pas si on va aller dans le sens du racisme, mais le fait d'avoir enlevé la Manitoba Health Card en disant que ça ferait de l'économie au gouvernement, sachant que les étudiants internationaux apportent environ 400 millions de dollars par année au gouvernement du Manitoba et qu'ils ont dit qu'ils allaient enlever la Manitoba Health Card pour économiser environ 3,1 millions. Donc, moi, je suis nulle en maths, mais 400 millions, 3,1 millions, je pense que le fossé est immense. Donc, on ne peut pas parler d'économie. Moi, franchement, à moins que ce soit vraiment de la méchanceté, je ne pense pas qu'on puisse parler d'économie entre 400 millions et 3 millions. Donc, je ne vois pas ce que tu veux économiser là. Je ne comprends pas. Donc, le fait que les étudiants n'aient pas accès à la santé, et ça met les étudiants internationaux dans une situation très précaire parce que ne pas avoir accès aux soins de santé veut dire débourser des sommes énormes pour des soins basiques où certaines personnes vont à l'hôpital aujourd'hui, ne se posent même pas la question de savoir combien ça coûte un examen. Donc, un étudiant qui va dépenser 1 000 $ ou quelque chose dans le genre pour se soigner, ne pas avoir accès à plusieurs services parce qu'on n'a pas la carte de santé Manitoba. Donc, en fait, j'ai envie de dire juste une question d'économie où cette notion-là a eu beaucoup d'impact. Ça a eu beaucoup d'impact par ricochet, ça a eu beaucoup d'impact sur beaucoup d'autres aspects de la vie des immigrants et des étudiants internationaux. Donc, j'ai envie de parler de racisme systémique dans ce sens-là parce qu'à chaque fois qu'on parle avec le gouvernement du Manitoba, leur réponse est la même. Ils n'ont aucun argument. Alors là, aucun. La seule réponse est oui, mais on veut faire économiser la province. Je pense qu'ils ont d'autres solutions pour faire économiser la province. Ce n'est pas 3,1 millions sur 400 millions que les étudiants apportent qui va leur faire quelque chose. Donc moi, je pense, je le dis et je le répète et je le crois, c'est du racisme systémique. Que ce soit en fonction de la couleur ou du fait qu'on soit immigré. Voilà. Alors là, on vient de parler du gouvernement et merci beaucoup, Marie-Paul, d'avoir si éloquemment expliqué la situation. Il y a les gouvernements, donc on va penser au gouvernement provincial, mais il y a aussi les institutions, par exemple le niveau municipal, et puis il y a les organisations aussi. On a le privilège ici, surtout en francophonie manitobaine, d'avoir des organisations qui sont censées représenter les intérêts des francophones du Manitoba. Alors, est-ce qu'il y aurait un rôle peut-être pour ces organisations-là de lutter contre le racisme que vous avez évoqué au travers de vos expériences, des expériences qui sont
très manitobaine que vous avez vécue ici. Alors, est-ce qu'il y aurait un rôle pour des organismes comme, par exemple, la Société de la francophonie manitobaine, l'Université de Saint-Boniface, qui est un établissement qui a un poids aussi, et je nommerai pas la liste, mais c'est juste pour en nommer quelques-uns. Est-ce que vous verriez un rôle pour ces établissements-là, Eunice? Bien sûr que oui. Alors, bon, par exemple, c'est que nous faisons aujourd'hui, parlons-en. C'est très important d'en parler parce que en fait, c'est considéré comme un sujet tabou qu'on n'en parle que quand il y a des grands événements comme le Black Lives Matter, la mort de George Floyd, mais parlons-en plus souvent parce que c'est en parlant de ces problèmes qu'on trouvera des solutions. Bon, alors, mais aussi, il faut toujours, bon, pour moi, il faut considérer le fait que le racisme est quelque chose qui a existé bien avant, qui existe, qui existera toujours. On ne sera pas capable de juste l'enlever juste comme ça une fois, mais on peut faire mieux. On peut vivre au-delà du racisme. Comme on a mentionné les services donnés par exemple, notre institution universitaire, il y a tellement beaucoup de services. On est capable, en fait, d'en parler. On est capable de donner notre point de vue. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut faire parce qu'on a besoin de voir un changement dans notre communauté, parce qu'on a besoin de construire quelque chose de bon ensemble. Alors, je trouve que, en fait, on peut le faire. On peut le faire, ils peuvent le faire. C'est intéressant, tu dis le racisme a toujours été et sera toujours. J'espère qu'on peut rêver d'un monde où il n'y aura pas de racisme. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quel point, je me demande à quel moment le racisme est vraiment est apparu de façon flagrante. Et ce sera peut-être ma question qui va nous mener vers la fin de cette soirée de discussion. Est-ce qu'on peut vraiment espérer qu'un jour on mette fin au racisme? Est-ce que c'est une possibilité? Eunice, tu t'es prononcée là-dessus. Peut-être, Ruth, est-ce que tu voudrais te lancer? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce qu'on peut imaginer un monde, justement, où il y aurait où il n'y aurait pas du tout de racisme? Et il y avait d'ailleurs une question de Daniel Jones-Ray qui nous demandait qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme individu pour aider à mettre fin à ce racisme, au racisme systémique, au racisme inconscient? Bien sûr. Donc, moi, je commencerai par dire que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs écrivent toujours l'histoire et la vraie version des choses, souvent, on la connaît pas. Donc, fait que le racisme en soi est le résultat d'une éducation basée sur certaines histoires qu'on nous a toujours appris tout petit. Et ça, durant des générations. La traité noire, la colonisation, le triangle rectangulaire, ça fait que les personnes qui se mettent toujours en avant, ce sont les Blancs. Pourtant, il y a la richesse, les royaumes que l'Afrique avait, l'homme le plus riche du monde dans le temps, que personne n'a jamais égalé, c'était un Malien, un roi malien que je pense même que personne ne connaît. Donc, fait que je pense que l'éducation est la clé et la porte vers le changement. De la façon dont on a inculqué ces notions de grandeur, que le blanc, c'est la personne adulée, à travers l'éducation, c'est de la même façon qu'on va rétablir les choses. Et je pense qu'il y a vraiment un grand travail qui se fait. C'est vrai que ça part avec en pas de tortue, mais quand même, ça se fait. Ça se fait. Et puis, il y a beaucoup des Noirs qui ont pris conscience de leur histoire, de leur identité et qui en parlent. Et ça fait que des personnes curieuses et des gens qui veulent s'éduquer, qui se posent des questions, ils prennent le temps de pouvoir parler. Donc, moi, je pense que c'est vraiment la bonne chose. L'éducation, c'est la clé. Oui. Willy, est-ce qu'on peut rêver ensemble d'un monde où on sera en mesure de mettre fin au racisme, où il n'y aurait pas de racisme? Est-ce que c'est possible? Et si oui, quelles seraient les clés? Déjà, pour moi, je ne pense pas. Le racisme, déjà, je n'aime pas cette définition parce que ça sous-entend qu'il y a plusieurs races. Mais déjà, la fin du racisme, je ne pense pas. Je pense que juste que l'être humain, parce que ma définition du racisme, moi, elle se rapproche un peu plus de la xénophobie, donc la peur de l'étranger.
Et je pense qu'on aura tout le temps assez ou souvent peur de l'étranger. Donc, peut-être qu'on arrivera à accepter la différence de couleur de chacun, mais discriminer, comme Julien l'a dit tout à l'heure, en tant que francophone, venant d'une autre région ou en tant qu'immigrant, quand tu arrives quelque part, tu vas subir tout le temps cette haine de l'étranger, cette peur de l'étranger. Donc, après, la xénophobie, je ne pense pas qu'elle va disparaître aujourd'hui. Et donc, par conséquent, je ne pense pas que le racisme va disparaître. Peut-être juste qu'on va apprendre à accepter les différences de chacun, mais... Oh là là, les amis, on est pessimiste. vous êtes, je sais pas, pessimiste ou plus réaliste que moi, je ne sais pas. Marie-Paul, qu'est-ce que tu voudrais dire là-dessus? Est-ce qu'on peut espérer, parce qu'à un moment donné, l'exercice d'aujourd'hui, c'est ça, c'est de rapporter les expériences que vous avez vécues. Il y a des points communs quand même qui reviennent dans vos expériences. Si on veut à défaut de mettre fin au racisme demain, là, si on veut améliorer le sort de tout un chacun à compter de demain, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut espérer justement un monde où il y aurait moins de racisme ou pas de racisme du tout? Ce serait l'idéal, évidemment. C'est c'est très compliqué à dire oui, mais je pense qu'on peut y arriver parce que, encore une fois, comme mes amis l'ont dit là, c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation. Parler de ce qui nous gêne, parler de ce qui n'est pas normal pour nous, discuter avec des personnes, être ouvert à la discussion, être ouvert à partager des expériences qui peuvent être parfois douloureuses pour pouvoir, là, mais comme lui l'avait dit, faire comprendre aux personnes qui ne savent même pas qu'ils sont racistes ou ils sont actuellement en train de poser un acte raciste, de comprendre ce que c'est pour qu'on puisse tous avancer main dans la main. Donc, je dirais l'éducation, l'information et la communication. Peut-être qu'un jour, grâce à ces trois, on ira à un monde sans racisme, peut-être. Un monde sans racisme, peut-être, avec un grand P, le peut-être. Peut-être avant de terminer pour vrai, là, j'aime bien faire des conclusions africaines. Une petite conclusion, moyenne conclusion. J'aimerais vous entendre sur une notion qu'on a aussi beaucoup vu circuler, celle du privilège, le privilège blanc. Est-ce que peut-être que le départ ou un point de départ là pour s'entendre sur la notion de racisme, sur peut-être le prochain pas pour éradiquer ce racisme-là, ce serait de reconnaître le privilège que certains dans la société ont? Est-ce que ça ferait partie, selon vous, de pistes de solutions, Eunice? Oui, bien sûr que ça peut faire partie, bon, ça ferait partie de pistes de solutions parce qu'il existe, mais bon, en fait, on est inconscient de cela. Bon, en fait, ils sont inconscients de cela parce que pour eux, c'est un droit bon, en fait, qu'ils ont. Mais il faut, comme je l'ai dit bien avant, il faut en parler, en fait. Il faut en parler parce que c'est en parlant qu'on devient conscient de ce qui existe dans notre société. Et c'est juste bon, je ne sais pas si on arriverait à exclure ce privilège blanc, à le mettre de côté. C'est quelque chose qui va être là parce que, bon, ce n'est pas nous qui sommes noirs qui mettons en place ce privilège blanc, mais ça sera là. Mais je crois qu'on peut toujours arriver à ce fin. Je lis ici un commentaire de David qui écrit que nous sommes tous guidés consciemment ou inconsciemment par l'idée que l'étranger, c'est l'ennemi. C'est malheureusement toujours criant de vérité. C'est vrai jusqu'à un certain point, en effet, que parfois l'étranger peut susciter la peur, mais quand on est dans un monde où on a accès à l'information aussi, alors on espère qu'en étant informé, en étant éduqué, comme vous le dites tous, ça permettra peut-être de réduire un petit peu de du racisme là que beaucoup de gens vivent. Et les médias aussi doivent contribuer à ce changement. Ça, c'est un message d'Abdallah qui vient de commenter aussi le rôle des médias là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que des fois, on aide à amplifier les stéréotypes? Oui. Fivan dit oui. Willy, Marie-Paul, Ruth, Eunice, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ou ce point-là que les médias ont leur rôle à jouer? Bien sûr, les médias ont vraiment un très, très grand rôle à jouer parce qu'on peut voir qu'au fil des années, les personnes ne s'intéressent plus beaucoup à la lecture, donc les gros romans et tout, comme c'était dans le temps, c'est plus d'actualité, c'est plus à la mode. Donc maintenant, c'est vraiment les plateformes médiatiques, les journaux, la télévision, les réseaux sociaux.
Donc, fait que ce sont des grands outils pour pouvoir véhiculer de l'information, bonne ou mauvaise. Donc, les médias ont leur place à jouer. Sur une note d'avenir, là, est-ce que vous pensez qu'on a plus d'espoir avec la jeunesse, votre génération, vos générations, celle des jeunes, est-ce qu'il y a espoir pour eux? Parce que je regarde quand même que les choses commencent à changer pour vivre ici, par exemple, en francophonie manitobaine. On commence à voir de la diversité dans les garderies, déjà en partant. Est-ce que le fait que les enfants grandissent ensemble en voyant des visages différents, en ayant Abdoul, Mustapha, Trésor comme camarades de classe, ça permettra peut-être de réduire les écarts qu'on voit et les situations de racisme comme ceux que vous avez partagés? L'inclusion est très importante. L'inclusion est très importante dans la communauté et aussi l'adaptation et puis, comment on dit, l'intégration. L'intégration de ces peuples qui viennent d'ailleurs. Pas seulement les Noirs, pas seulement il y a les Français, il y en a plusieurs qui viennent d'ailleurs aussi, qui ont du mal à s'adapter, qui ont eu du mal à s'adapter, peut-être même qui se sont bien adaptés. Donc, je pense que franchement, l'intégration, c'est très, très important d'épouser la culture dans laquelle on veut se trouver ou dans laquelle on veut grandir et évoluer. C'est ça qui fait au fait que les gens sentent leurs différences un peu beaucoup plus parce que le temps d'adaptation peut-être prendre longtemps, mais à la fin, si tu t'adaptes le mieux, tu t'adaptes bien, la société va bien t'accueillir aussi. Donc, je pense que c'est des points aussi qu'il ne faut pas ignorer. Il ne faut vraiment pas ignorer ça. Ben, génial. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter? Il y a une dernière question de Brielle Grenier qui demande est-ce que le racisme, il est appris? À main levée, les amis. Est-ce que c'est appris le racisme? Oui. Est-ce qu'on l'apprend? Est-ce qu'on apprend à être raciste? On va à l'école du racisme? Ouais, oui, je pense que... Pour tout le monde, toutes les personnes qu'on côtoie ça. nous apprennent, ou nous envoient, ou nous donnent un bagage culturel, ou sinon une façon de penser envers certaines personnes. Mais sinon, pour rebondir aussi à la question précédente, je pense que je vais faire encore mon pessimiste, mais le fait d'être la nouvelle génération va beaucoup aider. On a contribué, on va contribuer à réduire les différences, c'est-à-dire les discriminations envers les différences. Mais est-ce que cela va abolir toute discrimination? Je ne pense pas, parce que je pense que dans l'histoire de l'humanité, même en général, il y aura tout le temps quelque chose qui sera opprimé, enfin quelque chose. Un peu. Donc. Ouais. Et surtout que quand... Oh, oui, désolé, vas-y. Vas-y. J'ai juste vu la question rapide je pense que de Alexandre Brassard dans le chat que j'ai vraiment aimé. Et il demandait comment nous, les alliés, est-ce qu'en tant qu'alliés, on peut vous appuyer? Moi, je trouve que c'est une très, très belle question parce que lorsqu'on n'est pas dans la peau de quelqu'un qui est opprimé, c'est des fois compliqué d'aider parce qu'on ne sait pas comment aider, de peut-être faire encore plus mal. Moi, mon avis personnel, je dirais qu'en tant qu'allié, l'une des choses qui est très importante, c'est d'offrir une oreille attentive, d'écouter la personne qui vient à vous pour exprimer la douleur, pour exprimer le besoin, pour demander de l'aide, de ne pas juger et de poser des questions, je dirais, dans la mesure du possible pour savoir comment porter la voix de la personne et les aider, je dirais, dans la mesure du possible. Voilà. Ah ben, merci beaucoup d'avoir rattrapé cette question. C'est une question en effet très importante parce que souvent, et dans plein de sujets, on se retrouve devant une guerre quelque part très loin de nous et on se sent interpellé, mais on ne sait pas comment réagir, comment faire sa part. Et dans cette question du racisme, la même chose, on a des témoignages, mais après on se demande ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est une bonne réponse, un bon élément de réponse en tout cas que tu partages, Marie-Paul, celle de l'écoute. On pourrait continuer encore comme ça très longtemps. On dirait qu'on commence à se réchauffer davantage parce qu'il y a des questions, des commentaires qui s'ajoutent là dans le chat et ce sont de superbes commentaires, des questions aussi. Peut-être terminer avec une dernière qui concerne aussi vraiment notre réalité puisqu'on est des francophones du Manitoba. C'est Annie Clément qui dit « J'ai témoigné des franco-manitobains qui disent qu'ils ont peur de la culture franco-manitobaine, ils ont peur que la culture franco-manitobaine disparaisse. Et donc, je me demande comment les encourager à accepter la diversité et la réalité. » Ben, ça ramène à cette notion de peur de l'étranger, n'est-ce pas? Je pense que ça passe beaucoup par l'éducation. Je pourrais répondre à la question de Annick par rapport à la communauté franco-manitobaine. Moi, je dirais que les franco-manitobains ont du mal à accepter que le visage de la francophonie au Manitoba
à Winnipeg en particulier change, évolue. Le français est peut-être la seule chose qui me lie ou qui nous lie tous en tant que personnes ici au Manitoba et à Winnipeg en particulier. Parce qu'on est différent de ceux qui parlent anglais. Comme, regarding, comment on dit regarding? En ce qui concerne? Oui, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Le français, c'est vraiment notre appui, je peux t'appeler ma sœur de cœur parce qu'on parle la même langue. Vous savez, ça fait du bien pour des personnes étrangères qui ne connaissent pas l'anglais de venir ici au Canada pour la première fois dans le bus, d'entendre quelqu'un parler français. Vous ne savez pas le soulagement que ça fait de savoir que tu peux compter sur quelqu'un. Donc maintenant, de dire que la communauté ou la culture franco-manitobaine tente à disparaître, moi je dirais plutôt tente à s'élargir. Parce que nous, en tant que communauté venue d'ailleurs, nous épousons cette communauté qui fera partie intégralité de notre identité, malgré qu'on a la nôtre. Donc, je pense qu'il sera aussi très, très important que la communauté franco-manitobaine s'ouvre aussi à la diversité. Quelqu'un d'autre veut rebondir là-dessus? Je pense que c'est un très bon point que tu viens de faire. On n'est pas obligé de choisir, hein? Et je pense que c'est un peu à ça que ça nous ramène. On n'est pas obligé de choisir entre l'origine malienne ou ivoirienne et la nouvelle identité franco-manitobaine. Ça peut cohabiter, je pense. Quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose? Parce que là, on a maintenant théoriquement terminé cette soirée de discussion. Si vous n'avez plus d'autres questions, je vous donne 30 secondes, 15 secondes supplémentaires. Des commentaires, des observations, des partages que vous aimeriez échanger. Soyez pas gênés. Bon, ben voilà. Je vous remercie infiniment. Ça a été vraiment 1h30 extraordinaire. Déjà d'entendre vos témoignages, que vous ayez été assez vulnérables pour partager, assez vulnérable aussi pour vous mouiller et répondre à des questions parfois difficiles. Merci beaucoup Willy, merci Marie-Paul, merci Ruth, merci beaucoup Eunice et merci beaucoup à tous ceux qui étaient là, qui envoyaient des questions dans le chat, qui étaient silencieux parfois à juste hocher la tête. Je pense que c'est super important, c'est très important d'avoir ce genre de plateforme où on peut discuter en sécurité, dans le respect. Je pense que c'est ça qui ressort de cet entretien, c'était dans le respect, avec beaucoup de profondeur aussi dans vos réflexions. C'était un grand plaisir pour moi de participer à aider là, à cette conversation. Alors, merci beaucoup aux organisateurs aussi de l'Université de Saint-Boniface, de l'association étudiante. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et à partir de maintenant, on va voir des changements à travers chacun d'entre vous dans les attitudes, dans un contact peut-être avec un camarade de classe, un voisin.